Le 24 février 1530, Charles Quint, souverain de Besançon et de la Franche-Comté, est couronné empereur à Bologne par le pape Clément VII Médicis. La même année, le comtois Nicolas Pernaud de Granvelle, homme de confiance et principal conseiller de l'empereur, devient garde des Sceaux. Un autre comtois, le prince d'Orange Philibert de Châlons, trouve la mort devant Florence alors que les troupes impériales qu'il dirige mettent fin à la République et rétablissent le pouvoir des Médicis en Toscane. Charles Quint crée alors le titre de duc de Toscane pour le jeune Alexandre de Médicis et scelle cette alliance en lui donnant en mariage sa fille aînée Marguerite. Criminel et dissolu, Alexandre est assassiné en 1537 par son cousin Lorenzino, le Lorenzaccio de Musset. Le conseil de Florence confie alors le pouvoir à Côme Ier de Médicis qui défait les partisans de la République. À défaut de pouvoir épouser la veuve d'Alexandre, qui est promise par l'empereur à Octave Farnèse, petit-fils du pape, Côme Ier prend pour femme en 1539 Éléonore de Tolède, fille du vice-roi de Naples. Par ce mariage, le duc conforte sa position face à Charles Quint, qui domine encore Florence et la Toscane par la présence de ses troupes espagnoles. En 1540, Côme quitte le palais familial des Médicis et installe sa résidence au palais de la Seigneurie, ancien siège du gouvernement de la République florentine. Cette démonstration de prestige atteste que les pouvoirs et la destinée de la ville se trouvent désormais entre les mains de la seule personne du duc. La transformation de l'ancien palais communal en résidence princière nécessite d'importants aménagements. Au deuxième étage, les appartements privés d'Éléonore comprennent 6 salles distribuées en enfilade. Un oratoire est aménagé dans un angle de la 6e et dernière pièce. Le peintre maniériste Agnolo Bronzino, au service du couple ducal depuis 1539, est chargé d'élaborer la totalité du décor. Des peintures à fresques sont réalisées pour la voûte et les parois entre 1541 et 1543. Puis, de 1543 à 1545, des peintures sur panneaux constituent la palla, le retable. Comme le veut la tradition, l'artiste commence son travail par les fresques de la voûte et des pendentifs. Cette voûte présente une ouverture sur le ciel divisée en 4 compartiments par des arceaux décorés de guirlandes de fruits et de poutis dénudés. 3 saints occupent ces compartiments. Retirés dans la solitude pour rencontrer Dieu, ils sont représentés appuyés sur des nuages. Saint Jean a la vision de l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Saint Jérôme fait pénitence en souvenir des souffrances du Christ. Saint François reçoit les stigmates de la crucifixion. Par leur présence, ils assistent la duchesse qui se soustrait à l'agitation de la vie quotidienne en s'absorbant dans la prière dans son oratoire. Les 4 pendentifs supportant la voûte représentent les vertus cardinales. Les armoiries de Côme de Médicis et d'Éléonore de Tolède étaient peintes au centre de la voûte. En 1564, Bronzino les a remplacées par une trinité. Le cycle des fresques se déroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un mur à l'autre. 5 épisodes de la vie de Moïse sont représentés. Tout d'abord, le passage de la mer Rouge. Ensuite vient la récolte de la manne. Puis, le frappement du rocher. Le serpent d'airain. Et enfin, l'investiture par Moïse de son successeur Josué. Face à l'entrée, le 4e mur accueille le retable. Composant une sorte de triptyque, celui-ci est formé d'un panneau central, la déploration sur le Christ mort complété par 2 volets latéraux. Le volet de gauche représente Saint Jean-Baptiste, le saint patron de Florence, tandis qu'en hommage au duc, celui de droite figurait Saint Côme.
Le décor de l'oratoire est à comprendre dans la continuité de la tradition médiévale qui invitait à lire les personnages et épisodes de l'Ancien Testament comme des préfigurations de personnages ou épisodes du Nouveau Testament. Les 3 murs, consacrés au cycle des histoires de Moïse, entrent ainsi en étroite correspondance avec la déploration sur le Christ mort placé sur le 4e mur. La récolte de la manne et le frappement du rocher sont régulièrement compris comme des anticipations de l'Eucharistie. Le passage de la mer Rouge et le serpent d'airain sont traditionnellement interprétés comme des annonces de la crucifixion ou du baptême. Par ailleurs, certaines figures du tableau d'autel font directement le lien avec les fresques. À gauche du tableau, l'ange qui porte un calice regarde dans la direction de la récolte de la manne et désigne le Christ de son index. Sur la droite, un 2e ange porte le corporal que le prêtre étend sur la pierre d'autel pour y déposer le calice. Il désigne également le Christ de son index et regarde dans la direction du passage de la mer Rouge. Par leur attitude et leurs gestes, ils indiquent que la mort du Christ est l'accomplissement des Écritures. Au-dessus des volets latéraux, entre la pala et la voûte, Bronzino a peint à fresque 2 personnages prophétiques qui se penchent et plongent le regard vers la déploration sur le Christ. À gauche, le roi David annonce la mort du Christ, comme le précise la citation latine du psaume 21-22 qui figure sur la banderole déployée devant lui. « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. » À droite, la Sibylle d'Érythrée annonce la résurrection. Elle désigne un autre texte. « Il mourra de la mort, chargé du sommeil pendant 3 jours, et ensuite de retour des enfers, il viendra à la lumière. » Au sommet du tableau, 5 anges portent les instruments de la Passion. C'est au nom de sa passion, de sa mort et de sa résurrection que le Christ s'érige en juge suprême à la fin des temps. Surplombant ces anges, l'archange Saint Michel, acteur décisif du jugement dernier, est représenté en justicier. Il tient la balance de la pesée des âmes et brandit une épée pour frapper un démon monstrueux, tandis qu'à sa droite, un pouteau symbolisant l'âme l'implore à genoux. En 1543, la politique espagnole de Côme de Médicis avait été couronnée de succès. Avec l'aide décisive de Granvelle, il avait en effet obtenu de Charles Quint l'abandon des places fortes de Florence et de Livourne, ce qui le rendait pleinement souverain de la Toscane. À l'été 1545, le duc, qui vient de recevoir le collier de la Toison d'Or et qui désire conserver le soutien du ministre, et au-delà de celui de l'empereur, décide de le remercier par l'envoi de somptueux cadeaux. Il sait que la fille aînée de Charles Quint, Marguerite de Parme, épouse d'Octave Farnèse, vient de faire envoyer à Nicolas de Granvelle un magnifique buste antique de Jupiter, et ces cadeaux doivent surpasser celui des Farnèse. Le 12 août, il demande qu'on envoie un ingénieur superviser l'assèchement de marais dans les propriétés de Nicolas de Granvelle aux Pays-Bas et fait adresser au ministre, pour sa demeure de Bruxelles, 40 gros flacons de vin grec. Il décide également de lui offrir pour l'ornement de son palais de Besançon le tableau placé dans l'oratoire de son épouse Éléonore que Bronzino venait tout juste d'achever. Une réplique exacte est néanmoins commandée au peintre, mais celui-ci, peu enthousiaste, ne la livra qu'en 1553. Elle s'y trouve encore aujourd'hui, complétée par 2 autres volets représentant l'Annonciation peint en 1563-1564. Pour le peintre Vasari, qui a écrit une biographie de Bronzino au XVIe siècle, il s'agit d'un cadeau rarissime destiné à l'homme le plus considérable dans l'entourage de Charles Quint. Vers le 19 septembre 1545, le tableau quitte Florence pour Gênes, où il est embarqué à destination de Besançon. Au XVIe siècle, Besançon est une ville libre dont le suzerain est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Elle est gouvernée par un collège de 28 notables et de 14 co-gouverneurs élus chaque année. Depuis 1527, par son office de juge, Nicolas de Granvelle est le représentant de Charles Quint dans la ville. Le palais Granvelle est une vaste demeure italo-flamande construite à partir de 1531 au cœur de Besançon, le long de la Grande Rue. La richesse du palais témoigne de l'ascension sociale de la famille Perrenot de Granvelle, tout en exprimant également par différents symboles le prestige de l'empereur. Nicolas de Granvelle séjourne à Besançon du début du mois d'août jusqu'aux environs du 15 octobre 1545. Malade, il dicte alors son testament
et assiste vraisemblablement à l'arrivée du tableau de Bronzino au palais. On constate alors que la poix-résine utilisée pour le masticage de la caisse d'emballage a fondu durant le transport et a quelque peu endommagé l'œuvre. Une première restauration est réalisée par le peintre comtois Pierre d'Argent en 1572. Depuis 1542, le palais est relié à l'abbatiale des Carmes toute proche par une galerie complétée par une haute tour que couvre un toit de lauze. Au rez-de-chaussée de cette tour, une arcade permet à gauche le passage dans la ruelle, tandis que celle de droite donne accès à l'église. Sous la fenêtre, une niche abrite une statue de la Vierge. À l'intérieur de la tour, un oratoire est ouvert sur la nef de l'église abbatiale et la domine telle une tribune. Il est dédié à Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est certainement dans cet oratoire qu'est placé temporairement le tableau de Bronzino à son arrivée à Besançon. Ensuite, et jusqu'à la destruction de la tour en 1782, c'est le triptyque flamand des Sept Douleurs de la Vierge peint par Van Orley et Kempener qui orne l'oratoire. Le 12 novembre 1549, Nicolas de Granvelle établit un contrat avec le maître maçon Jacques Grandjean pour la construction d'une chapelle sur le côté nord de l'église abbatiale des Carmes de Besançon, entre la sacristie donnant sur la Grande Rue et le clocher. Il est prévu qu'elle soit élevée au-dessus d'un caveau voûté destiné à recevoir la future sépulture du garde des Sceaux ainsi que celle des membres de sa famille. L'édifice qui communique avec le chœur de l'abbatiale par deux portes est composé de deux travées voûtées d'ogives flamboyantes supportées par 6 colonnes doriques toscanes en pierre de Besançon. Le contrat stipule que 12 piédestaux ornés de blasons familiaux seront le support de 12 statues de saints, grandeur nature et en pierre blanche, placées contre les murs de la chapelle. Nous savons par un témoin de l'époque que parmi ces statues figurait un saint Nicolas, dont le visage était sculpté d'après celui du commanditaire de la chapelle, ainsi qu'un saint Antoine, portrait de son fils et successeur Antoine de Granvelle. Lors d'un ultime voyage à Augsbourg au service de l'empereur, Nicolas trouve la mort le 27 août 1550 et sa dépouille est ramenée à Besançon. Au début du mois de décembre 1551, les travaux de la chapelle sont achevés et le sarcophage en pierre de Nicolas y est transféré solennellement. Le tableau de Bronzino est alors mis en place au-dessus de l'autel sous un vaste arc en plein cintre. Il y demeure jusqu'à la Révolution, qui décide de son transfert dans divers lieux dont l'hôtel de ville de Besançon. En 1843, il rejoint le musée de la ville, dont il est désormais l'un des joyaux.
Le maniérisme est apparu dans l'historiographie comme un terme péjoratif marquant une époque de décadence. Le sens bien précis de manière, c'est un petit peu compliqué, mais c'est en fait ce qui s'écarte de ce qui serait une imitation littérale de la réalité. Autrement dit, ce qui, d'une manière ou d'une autre, implique une interprétation personnelle, un écart par rapport aux couleurs dans la réalité, aux formes dans la réalité, et bref, tout ce qui est invention personnelle de l'artiste. Et on peut prendre, puisque manière vient de la main, on peut prendre les mains dans ce tableau, qui seront un excellent exemple de manière. Les jeux de mains mettent en valeur le corps du Christ, des mains qui se concentrent dans la zone au-dessus de la tête du Christ. Beaucoup de mains étant michelangelesques, par exemple avec celle-ci, c'est tout à fait net. D'abord la position d'ensemble du bras, replié sur la poitrine, la très forte flexion du poignet, très forte flexion des doigts et surtout le majeur écarté de l'index dans une position de flexion, une caractéristique des peintres maniéristes toscans. On a une main ouverte qui attrape très fortement la lumière. Or, son autre main, elle est ici. Mais c'est estompé par l'ombre. Et c'est une manière de jouer avec un geste de deuil tout à fait traditionnel qui consiste à ouvrir grand les bras, soit vers le bas, soit vers le haut, soit vers l'arrière. Mais la manière vaut également pour les têtes. Et la manière de Bronzino est assez facile à reconnaître dans les têtes, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, d'anges ou d'êtres humains, avec en particulier les yeux très ronds, pour ne pas dire globuleux, que l'on trouve assez fréquemment dans les personnages. Il suffit de prendre par exemple la manière dont il traite les yeux de la Madone, où les paupières sont quasiment cernées, non pas au sens où il aurait des poches ou des cernes sous les yeux, mais au sens où la limite de la paupière, supérieure et inférieure, est marquée par un trait. Et Bronzino est tout à fait conscient de l'importance de la ligne, puisqu'il dit que la sculpture se caractérise par le relief, le volume. Or, il n'y a rien d'artistique dans le volume, puisque le volume existe dans la nature. En revanche, la peinture apporte quelque chose qui n'existe pas dans la nature, c'est la ligne. Seule la ligne relève de l'art, dit-il. Il est en train de formuler, de verbaliser une des caractéristiques de son art. C'est-à-dire que les formes sont toujours extrêmement nettes. Non seulement elles ont des contours, des limites nettes, mais ces contours ou ces limites sont souvent soulignés par des traits. On sait que Raphaël travaillait énormément. Il faisait beaucoup de dessins avant de retenir la composition, les visages, les gestes, etc. Ça donne l'impression que c'est très clair, très simple, très naturel. Autrement dit, chez Raphaël, l'art cache parfaitement l'art. Chez les peintres maniéristes, eh bien, le souci est différent, justement. Il ne s'agit plus de faire en sorte que l'art cache l'art. Au contraire, l'art, bien sûr, doit avoir une certaine transparence au sens sémiotique, c'est-à-dire qu'on doit voir quelle est la scène représentée, on doit comprendre quels sont les personnages, on doit savoir ce qui se passe, on doit être ému par l'action, etc. Mais en même temps, on ne doit jamais cesser de voir que c'est de l'art qui se donne à voir pour le plaisir des yeux, pour des qualités proprement esthétiques. La maniera che noi vogliamo chiamare moderna, la manière que nous décidons d'appeler moderne pour le XVIe siècle en général. Et on a ici un bon exemple de la maniera toscane au sens du maniérisme par tout ce qui, dans le tableau, à un titre ou à un autre, s'écarte de ce qui serait
la réalité, au sens, par exemple, où on ne sait pas sur quoi reposent les personnages du fond, au sens où il y a délibérément des distorsions anatomiques, hein, des petites têtes, des cous peut-être allongés, des mains très fines et très longues, et ainsi de suite. Sans parler de l'artificialité affichée dans les couleurs, qui est une manifestation absolument évidente de la manière. Après restauration, l'impression d'abord d'une qualité des couleurs tout à fait exceptionnelle, et puis d'une subtilité dans l'ensemble, dans les rapports de couleurs, dans les relations entre les personnages, et dans des détails comme les positions des mains, par exemple, qui sont extrêmement travaillées, extrêmement subtiles. La main de la Sainte Femme en bleu donne l'impression, ce que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent, de soutenir la tête du Christ. Or, ces mains d'abord sont très minutieusement dessinées, hein, dans la position des doigts, les raccourcis, etc. Et ce qu'on ne voyait pas aussi bien avant Restauration, elles ont en fait des couleurs de chair différentes les unes des autres. Les doigts légèrement rosés de Saint Jean, par exemple, contrastent avec la couleur de la peau du torse du Christ. Et contraste même, et ça je trouve que c'est très subtil et même très, très émouvant, avec la main de la Madone qui, d'une certaine manière, participe de la couleur cadavérique de son fils, comme si elle s'associait en somme jusque dans la couleur de sa main à la mort de son fils. En revanche, on retrouve pour Madeleine des mains un petit peu plus rosées. Je trouve que les doigts qui se silhouettent très très délicatement là sur la cuisse montrent bien la différence entre un corps vivant et le corps mort du Christ. Il y a une sorte de complémentarité entre les deux corps, d'écho entre les deux corps, du moins entre les deux bras, l'un plié, l'autre tendu, mais le bras tendu passe juste au niveau de la pliure de l'autre bras. Ce qui est une manière d'illustrer que le Christ en croix a dit « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Et ça se retrouve ici, et ça la Restauration l'a fait réapparaître dans un très beau détail, c'est l'imbrication des cheveux. Saint Jean-Baptiste a des cheveux traditionnellement frisés, traités en mèches, et à ces cheveux de Saint Jean eh bien, viennent se mêler les cheveux du Christ, qui retombent dans son cou, et plusieurs mèches qui viennent se mêler à la chevelure de Saint Jean. Il y a une sorte d'osmose, d'identification. La Renaissance dite classique s'efforçait de rendre les chairs vivantes. Ici, le visage apparaît très porcelané, qui évite de suggérer trop explicitement précisément qu'il s'agit d'un visage vivant, avec des joues légèrement rosées, avec une peau douce, souple, etc. D'une certaine manière, la couleur, dans ce tableau, se donne à voir pour elle-même, pour sa propre beauté. Un même objet change de couleur. Il est vert là où il reçoit la lumière et devient bleu là où il est dans l'ombre. Sur les tuniques des deux anges, bleutées, mais dans les parties les plus éclairées, elles deviennent vertes. Alors là, c'est une manière de se situer, disons, en rupture par rapport à la tradition du modelé, qui se fait tout simplement, c'est bien facile à comprendre, par passage progressif du clair au sombre, selon que l'objet est éclairé ou pas éclairé. Là, les clairs sont remplacés par une couleur différente. Les couleurs sont d'une très grande richesse, d'une très grande intensité, et on pourrait même dire qu'elles sont joyeuses. Rien, à première vue du moins, qui s'accorde avec ce que devrait être la tonalité de cette scène, tonalité funèbre, puisqu'après tout il s'agit d'une scène de lamentation. Il fait précieux, il fait riche, pourquoi ? Parce qu'il peint pour la duchesse. L'art de cour est toujours un art riche. Bien. Mais à cela se combine le fait que, plus subtilement, la commémoration de la mort du Christ prend la forme de la célébration de la messe, qui est évoquée de manière tout à fait explicite par le calice.
Par-delà la mort du Christ, on a un tableau qui nous donne à voir quelque chose qui en fait n'est pas figurable, qui est l'Eucharistie. Grâce à la mort et à la résurrection du Christ, les fidèles sont promis à ressusciter à leur tour. Ce qui pourrait expliquer la profusion de couleurs et la gaieté, la vivacité des couleurs. Et ça pourrait aussi et surtout expliquer que le corps du Christ soit, si je puis dire, peu mort, pas cadavérique, pas trop livide, pas abîmé. La plaie dans la main gauche du Christ est accompagnée de quelques très légères traces de sang. Mondino a voulu suggérer ce qui restait, disons, après la toilette, enfin, de manière à ne pas insister sur le caractère sanglant, macabre de la scène. Par ailleurs, c'est vrai que le Christ donne l'impression de dormir, mais le sommeil est tout à fait traditionnellement dans la peinture de la Renaissance une préfiguration de la mort. Le tableau, en fait, en multipliant les éléments visibles, et même d'autant plus visibles qu'ils sont souvent très colorés, ils ont donc une très forte présence au regard du spectateur, sont censés nous amener non seulement à admirer l'art du peintre, donc tout ce qui est affichage de l'art, mais aussi sont censés nous amener au moins à concevoir des choses qui sont de l'ordre de l'invisible. En particulier, c'est le cas pour le statut, disons, eucharistique du corps du Christ. La direction du regard de Saint Jean l'Évangéliste nous incite à regarder en bas à gauche, dans un hors-champ, en dessous, en avant du tableau. Autrement dit, quelque part dans la zone où il devait y avoir, où il pouvait y avoir un autel, après ce moment consacré à l'émotion, au deuil, à la souffrance, en particulier de Marie, eh bien, incitera à penser qu'on va transporter le corps du Christ dans son tombeau. Une symbolique traditionnelle de l'autel, c'est d'être le tombeau du Christ. C'est un tour de force artistique, et donc on a toujours ces deux aspects qui cohabitent étrangement alors qu'ils sont apparemment inconciliables, de l'exaltation de l'art et en même temps très forte incitation à la dévotion, puisque en somme la présence réelle du corps du Christ dans notre espace ne peut pas nous laisser indifférents. Donc une présence réelle renvoyant évidemment à l'aspect sacramentel, puisque quand le prêtre consacre l'hostie, se produit la transsubstantiation, et donc il y a présence réelle du corps du Christ sous les espèces du pain et du vin. Ce qui nous est donné à voir nous renvoie à de l'invisible. Alors même que ça se donne à voir avec une très grande présence visuelle par le jeu des formes et surtout par la richesse, la répartition, le dosage, la vivacité des couleurs. C'est invisible passant par une traversée de l'espace du spectateur. Ça, je pense que c'est tout à fait important. Et là, je pense que c'est assez original, à l'époque encore, le fait que le trajet virtuel du corps du Christ va passer dans l'espace réel.